Voilà, je disais que je suis Guec Beyet, le président de l'association Banque de Solidarité, une association qui est créée en 2015 suite au problème de santé, suite à un décès d'une Gabonaise qui était morte parce qu'elle ne comprenait pas le système de santé marocain. Elle n'avait pas de moyens, elle n'avait pas des informations. Donc suite à ce drame, il fallait regrouper des médecins subsahariens qui étaient en spécialité dans les hôpitaux marocains et de monter un projet pour permettre à cette communauté subsaharienne réfugiée de puisse avoir un accès à la santé dans des conditions normales. Et concrètement, comment ça se passe Concrètement, pour en bénéficier en fait, pour bénéficier, nous avons procédé premièrement, la première année nous avons fait une journée médicale qui avait rassemblé près de 500 personnes. Donc ça veut dire que depuis 2015 jusqu'à cette année à cause de Covid, nous faisons près de 2500 consultations médicales par an. Et nous accompagnons des malades et nous les informons. Nous avons des agents de terrain. Nous avons aussi des médecins, le service social de CHU qui nous épaule. Nous avons vu quand même pendant ces 5 dernières années tisser quelques partenariats avec des cabinets privés de la santé. Donc au niveau d'ophtalmologie, gynécologie, s'il ne part pas dans les hôpitaux publics, nous pouvons passer un coup de fil, c'est l'un des médecins partenaires, l'un des cabinets partenaires de l'association, de pouvoir envoyer celui qui est démuni, qui n'a pas de moyens pour le faire. Et nous accompagnons aussi les gens par rapport aux ordonnances, parce qu'il y a beaucoup, ils vont à l'hôpital, et parfois il n'a pas de quoi acheter des médicaments. Nous avons notre groupe WhatsApp que nous pouvons lancer l'appel aux donateurs et c'est comme ça que nous fonctionnons avec ces personnes-là. En ce moment, nous avons un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Ce projet, c'est la pharmacie solidaire. Parce que, je vous l'ai dit, par an, nous pouvons dépenser près de 15 000 dirhams pour les ordonnances. Donc, nous avons des médicaments que nous stockons, que nous recevons auprès de nos partenaires, parfois que nous n'utilisons pas, que nous utilisons tel que cette année à cause de Covid, on n'a pas pu utiliser ces médicaments. Donc, ce médicament ne peut pas être stocké, mieux de le faire donner aux bénéficiaires. Donc, c'est la raison pour laquelle c'est l'un des chevaux de bataille que nous sommes en train de faire, c'est vraiment de mettre ce projet de la pharmacie solidaire. Parce que nous avons des pharmaciens qui sont en formation ici, au Maroc, nous avons ces bénévoles médecins et nous avons aussi la permanence que nous faisons avec le CI qui est l'entraide nationale, une autre association partenaire, pour pouvoir recevoir ces immigrants et ces femmes. Comme vous voyez cet après-midi, ce sont des personnes qui viennent récupérer des médicaments, qui viennent parfois pour qu'on leur trouve un rendez-vous au niveau du CHU ou bien l'un des bénévoles peut accompagner la personne nous passer un coup de fil à un médecin parce que parfois ils n'ont pas des cartes de séjour, parce qu'on ne peut pas, il n'a pas une traçabilité, surtout ceux qui sont dans la rue, des clandestins qui sont dans la rue, ils n'ont pas une identité, ils n'ont pas un passeport, donc nous ne pouvons que les accompagner. Donc en fait vous acceptez tout le monde, autrement dit la personne n'est pas obligée d'être en situation régulière au Maroc. Non, nous acceptons tout le monde, ça fait des ordres, ça fait 1 année et demie que nous avons élargi nos caravanes médicales. On était récemment à Youssoufia, nous sommes allés à Aglou, donc ça ne touche pas simplement que les étrangers ou les réfugiés, ça touche aussi, la santé n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité. Donc il y a des nationaux, là nous avons lancé une opération, il y a une femme marocaine qui a une ordonnance qui coûte presque 2400 dirhams, il faut que nous trouvons les 24 personnes qui peuvent donner 100 dirhams pour que nous puissions atteindre le prix de médicaments qui est à 2400 dirhams parce que c'est un problème de la gynécologie. Donc nous touchons tout le monde en le faisant. Oui. Donc il n'y a pas, ça c'est la partie sanitaire et puis nous avons aussi le volet au niveau de l'intégration, nous avons des insertions sur ce que nous faisons avec le Covid, nous essayons de pistonner, d'insérer des gens comme des femmes de ménage. Nous avons aussi des Philippins qui ont des situations tellement difficiles. Là depuis le Covid jusqu'à aujourd'hui, déjà la semaine passée nous avons distribué près de 100 kits alimentaires. La rentrée scolaire, nous avons eu à distribuer près de 50 kits scolaires pour des enfants immigrants. Donc la situation, comme vous le connaissez, les gens sont déjà ils étaient dans une précarité avec le Covid, ça s'ajoute encore énormément, il y a des problèmes d'écart de séjour
qu'il faut encore les accompagner. Parfois, c'est compliqué. Nous avons des associations partenaires comme Clinique Juridique, comme le Droit et Justice, que nous pouvons aussi mandater, passer un coup de fil en disant, ou bien envoyer une lettre de recommandation afin que la situation soit débloquée au niveau des administrations. Donc voilà un peu en bref. Justement, vous allez participer ce soir à une espèce de webinaire en ce qui concerne la question de la régularisation de la situation des biens. Et si j'ai bien compris, vous avez discuté, même le thème c'est demain on est tous clandestins. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, parce que depuis qu'il y a eu le déconfinement progressif, les gens, quand ils sont allés, je vous le dis moi-même, j'ai failli être confronté à cette situation parce que ma carte de séjour était expirée en juin de cette année. Bon, heureusement, j'ai notre statut, mais qui était difficile réellement de le faire. Mais grâce à Dieu, j'ai pu le faire. Mais je suis président d'une association, ça fait une quinzaine d'années que je suis au Maroc, j'ai fait mes études ici. Donc 6 mois étant président d'une association, j'ai du mal à renouveler ma carte de séjour, plus fort raison que celui qui est dans la rue. Parce que l'opération exceptionnelle que la grâce royale qui a été faite, ça fait 4 ans ou 5 ans de cela, nous allons dire que, comme le terme le dit, on sera tous clandestins. Nous avons reçu beaucoup de demandes, même ce matin, j'ai reçu accompagner quelqu'un à la préfecture pour pouvoir l'aider à introduire ce dossier. On leur demande, on vient au cas de départ. C'est quand je suis arrivé au Maroc, il y avait 2 types de personnes qui pouvaient habiter au Maroc. Soit tu étais étudiant, que tu avais le droit à la carte d'identité avec des papiers de l'école, soit tu travaillais, dans l'époque il n'y avait pas le contrat Taïchir, il y avait le contrat normal, par des étrangers, qu'on pouvait le faire. Bon, en ce moment, la grâce royale a été faite. C'était des accords qui étaient signés entre la société civile et le gouvernement. Mais dès qu'il y a eu le déconfinement, les gens se sont confrontés aux situations très difficiles. C'est-à-dire, où ça bloque concrètement? Où ça bloque parce qu'on leur demande d'apporter les justificatifs. Il faut apporter un contrat de travail. La majorité des jeunes qui sont dans les centres d'appel, ils ne sont pas déclarés. Ils n'ont pas des contrats de travail. L'inspecteur du travail sait, ils sont au courant que ces gens-là, ils n'ont pas de contrat de travail. Ils ne sont même pas déclarés à la SNCS parce que pendant il y a eu le confinement général, il y a ceux qui ont bénéficié de la SNCS, il y a ceux qui n'en bénéficient pas parce qu'ils travaillaient chaque matin. Aujourd'hui, quand vous voyez dans les centres d'appel ici au Maroc, la majorité de ces centres d'appel, ce sont des subsahariens, des étrangers qui sont là-bas, mais ils ne sont pas déclarés. Maintenant, si vous leur demandez d'aller chercher la carte de séjour, il n'est pas déclaré, il travaille, il n'est pas déclaré, il n'a pas la sécurité sociale, comment il va aller faire sa carte de séjour? Il travaille. S'il ne travaillait pas, on pouvait comprendre. Je sais qu'il y a ceux qui ont eu les cartes de séjour de la grâce royale qui n'ont pas pu aussi faire quelque chose de normal. Parce qu'on dit que pour que on puisse te recruter avoir la carte de séjour. La majorité, ils ont eu des cartes de séjour. Ils n'étaient pas déclarés à la SNCS, ils n'avaient pas le contrat Taïchir, donc personne ne veut s'occuper de ça. Donc là, comme le terme le dit, nous risquons de devenir tous clandestins sans papier. Est-ce que vous avez ouvert des canaux de négociation avec les autorités? Nous avons, avec le réseau des associations africaines, ASCOM, qui est à Rabat, quand il y a eu cette histoire-là, je pense que c'est au mois de juin ou au mois de juillet, nous avons eu un webinaire avec plusieurs associations qui nous avons parlé, qui nous avons adressé, je pense que c'était la lettre, c'était le but d'adresser une lettre au ministère de l'Intérieur à cause de cette situation. Mais jusqu'aujourd'hui, nous attendons au niveau de Rabat parce que la Banque de Solidarité a assisté à cette conférence. Donc, on était parmi les associations qui plaidaient parce que nous avons des bénéficiaires sur place à Casablanca. Donc, jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais reçu une lettre, une réponse de la part du ministère de l'Intérieur. Nous avons vu des associations partenaires qui, les droits de l'homme, voilà, pour voir ces situations, qui ont milité pour que la grâce royale soit mise, ça fait 4 ans. Mais il n'y a pas encore une réponse par rapport à ça. Il y a beaucoup de personnes, et nous le recevons. Je suis président d'une association, je reçois, et comme je vous l'ai dit, j'ai failli être confronté à cause de ces situations. Et grâce à Dieu que j'ai pu, parce que j'ai notre statut étant que chef d'entreprise, que j'ai pu, parce qu'on m'a demandé même, il fallait avoir 80 000 dirhams comme caution justificatif dans mon compte de l'entreprise. Ce que j'ai eu à faire, voilà, pour obtenir pour renouveler ma carte de séjour. Donc on peut en conclure en fait que le Covid a vraiment encore plus compliqué la situation par rapport. Le Covid a compliqué la situation. Beaucoup ont perdu. Il y a ceux qui s'est débrouillé de gauche à droite. Je prends le cas des femmes de maison.
Nous avons eu un atelier, je pense que Hicham, ton collègue, a assisté à ça. Il y a beaucoup qui étaient des femmes de ménage qui sont licenciées. Il y a beaucoup qui travaillent dans les salles de sport. Les salles de sport là sont fermées, qui étaient des coachs, voilà, c'est fermé. Déjà, ils sont dans une précarité. Ceux qui sont déjà dans les maisons, on comprend, mais les clandestins que vous voyez chaque fois dans les carrefours, et c'est la saison des pluies, c'est le froid qui commence. Donc, on parle du Covid, il y a près de 2000 à 3000 contaminations par jour. Ces gens-là, ils ne sont pas identifiés. Qui sait s'ils ont le Covid, s'ils n'ont pas de Covid? Et nous avons travaillé pendant le Covid, pendant le confinement. On a assisté aux réunions avec le gouverneur. On a travaillé pour militer, pour le logement de ces personnes. On a fait ce qu'il fallait faire. Nous avons, avec notre partenaire UNICEF, nous avons eu à distribuer près de 10 000 kits alimentaires et que nous continuons avec d'autres partenaires à distribuer avec la coopération coréenne, avec la Ligue marocaine contre la tuberculose, qui sont nos partenaires. On continue à le faire, mais ces gens sont dans une précarité que vous ne pouvez pas comprendre. Déjà, avant le Covid, nous avons fait une campagne de sensibilisation sur la tuberculose. Il y a eu beaucoup de cas. Je l'ai dit dans la presse écrite, voilà, il y avait beaucoup de cas. Après, il y a eu le Covid. Donc, il y a le problème de tuberculose, il y a le problème de Covid qui sont mélangés. Donc, c'est une situation. Nous avons fait des rapports. Vous irez sur notre site web, la Banque de Solidarité. Il y a des rapports qui sont là. Nous avons déposé le rapport au niveau des autorités, au niveau du ministère de la délégation de la santé pour voir ce problème. Donc, le problème est tellement terrible. Comme vous voyez, vous êtes venu à la permanence. Voilà, ils n'ont pas de quoi manger, ils n'ont pas de quoi scolariser leurs enfants. Le problème de loyer, n'en parlons pas. Vraiment, c'est difficile, le problème de loyer. Ça revient au problème des cartes de séjour. C'est tellement lamentable. Et ce n'est pas une petite association comme la Banque de Solidarité qui fera face à cette situation. Mais je pense qu'avec la volonté de tout le monde, comme notre devise, la solidarité nous connaît bien, quand on est solidaire, on le fait. Et tout ce que nous faisons étant que la Banque de Solidarité, c'est comme le mot le dit, hein, c'est dès la solidarité. Parce que si nous voulons acheter des médicaments à quelqu'un, si nous voulons faire une opération, c'est celui qui donnera 100 balles, qui donnera 200 dirhams, qui donnera 300 dirhams, on le prend et puis on remet à la personne. Donc vous pouvez aller voir dans notre groupe WhatsApp, à chaque fois quand quelqu'un a besoin, c'est un problème de santé, c'est un problème des papiers, c'est un problème de la scolarité, c'est un problème, il y a beaucoup qui veulent rentrer chez eux. Nous avons le partenaire l'OEM, nous prenons leur dossier, on envoie chez l'OEM. Maintenant, c'est un problème de Covid. Il faut voir comment faire face à ça. Là, il y a des pluies, ils n'ont pas de sacs de couchage, ils n'ont pas de couverture. Même si là, on leur donne de quoi manger. Il y a un moment, on est parfois, on se conforte dans une situation que tu sais qu'il dort dehors, mais tu dois mettre des kits. Il va préparer ça où? Parce qu'il n'a pas de maison. Parfois, on est gêné de leur donner des kits alimentaires. Mais je sais que la majorité, ils vont le revendre. On sait qu'ils vont le revendre. Moi, j'ai dit à un partenaire qui a voulu donner des kits alimentaires. Récemment, j'ai dit non, mais parfois on est gênant parce qu'ils sont dehors. Ils dorment dans la rue, ils dorment dans des coins, ils sont dans les carrefours. Je vais leur remettre des kits alimentaires. Ils vont le préparer où? Parce qu'ils n'ont pas demain, ils n'ont pas un toit. C'est gênant de leur donner ça. Il faut aller dans des trucs concrets pour que ces personnes soient religieuses, surtout les femmes. Il y a beaucoup de femmes qui sont dans cette situation. Si vous avez un appel à lancer, vous l'adressez à qui? Si j'ai l'appel à adresser, j'adresse d'abord à Sa Majesté le Roi. C'est cet appel que je le fais. C'est lui le garant et c'est lui le roi, Sa Majesté. C'est à lui que je fais appel. C'est lui qui peut vraiment, étant que père des familles, pouvoir déclencher cette situation, surtout les enfants, les problèmes des femmes. Il y a beaucoup qui ne sont pas allés à l'école parce qu'ils n'ont pas de quoi à payer. Même on avait des kits scolaires, mais qui n'étaient pas suffisamment parce que vous savez bien comment coûtent les manuels scolaires au Maroc. Donc c'est une situation tellement difficile. Là, vous voyez la porte, le gamin n'est pas allé à l'école, ceux qui sont là, parce que les parents ont perdu de boulot. Donc l'appel que je fais d'abord au Sa Majesté le Roi, au gouvernement, vraiment, de faire face à ça. Et puis, les chancelleries, nos ambassades, parce que ceux qui sont là, ce sont nos frères, ce sont leurs enfants qui sont ici, qui nos ambassades aussi puissent réagir afin que la situation, ça ne sera pas parfait dans le monde entier, mais au moins
de venir en aide. Il y a les pluies qui commencent. Donc si le Sa Majesté le Roi, vraiment que Dieu l'assiste, qui peut vraiment écouter notre appel de tout notre cœur pour venir en aide encore. Je sais qu'il le fait, il le fait davantage, et vraiment que ce message arrive sur le Sa Majesté le Roi afin que pendant ces ans de pluie et pendant ce moment de Covid, que ces personnes-là soient vraiment à l'abri. Voilà un peu le message que je tiens à lancer aux autorités du pays. Et puis, merci aussi à vous les uns qui est venu faire ce reportage.